Le 27 juin dernier, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme a officiellement ouvert le CETAM, entendez le service des terrains aménagés. À quoi répond le CETAM? Merci beaucoup. Le service des terrains aménagés est un service administratif que nous avons créé par arrêté et logé au sein donc, du guichet unique. C'est un service administratif qui a pour but de réguler, d'arbitrer un peu tous les acteurs qui seront désormais reconnus pour exercer le métier d'aménageur foncier agréé. Et ils seront nombreux, et les acquéreurs aussi sont nombreux. S'il n'y a pas de régulateur, s'il n'y a pas les services administratifs qui régulent ce secteur, nous pouvons assister un peu à les dérapages. Donc c'est un service qui est donc créé au sein du ministère, logé au sein du guichet lui-même, qui est là pour orienter aussi les demandeurs de terrain, pour venir vers les aménageurs, pour rappeler un peu les directives qui ont été données dans le cadre des conventions que nous avons signées avec eux. Donc c'est un service administratif qui est désormais utile. À partir du moment où, à ce jour, nous avons près de 37 aménageurs agréés, il y a beaucoup de dossiers sur notre table. Alors vous vous rendez compte des entreprises privées, si l'une venait à commettre des actes délictueux, s'il n'y a pas un service pour dire arrêtez, ce ne serait pas bien. Ce projet de terrains aménagés attendant acheteurs, est-ce une création du ministre ou avons-nous des exemples réussis dans d'autres pays? Si la question du foncier urbain est mal gérée et que le nombre de contentieux que nous connaissons continue de s'accroître, nous n'allons pas avoir la paix sociale durable. Malheureusement, ce bien précieux est vendu par des acteurs informels, qu'on appelle des lotisseurs, qui vont voir des détenteurs de droits coutumiers dans les villages, qui leur donnent un peu d'argent avec des géomètres, proposent des plans d'aménagement, souvent vraiment pour lesquels il y a beaucoup à redire. Et quand ils obtiennent l'approbation du lotissement, ils se mettent à les vendre à partir de guides villageois. Et quand le nombre de lots à vendre vient à se réduire, à être insuffisant, ils passent à une autre phase, c'est de vendre le même terrain à 2, 3, voire 4 personnes. Évidemment, lorsque nous, au ministère, nous recevons des dossiers, nous les traitons au vu des pièces. Nous n'avons pas le don d'ubiquité pour nous décupler, pour aller voir la réalité sur le terrain. Et lorsque nous signons des actes sur ces terrains, il nous revient plus tard qu'il y avait un autre acquéreur. Donc, quel que soit le process de management que vous allez mettre en place, les outils TIC modernes que vous allez mettre en place pour gérer le foncier urbain, si le niveau où on vend le terrain à la source, je veux dire en amont, l'étape où le terrain est cédé n'est pas bien géré par des vrais professionnels agréés, mais la Côte d'Ivoire va toujours connaître les contentieux au niveau du foncier. Donc nous avons décidé, conformément à nos attributions en tant que ministre en charge de l'urbanisme, de prendre le problème à la source, d'agréer des aménageurs de terrain. Et cela conformément à une loi de 1997 qui traite de la question de la concession de l'aménagement de terrain. Et donc nous avons appliqué cette loi qui est en vigueur dans notre pays et nous avons agréé des aménageurs. Désormais, ce ne sont plus des gens informels qui vendent des terrains dans un café, dans un bar, qui donnent des rendez-vous dans un lieu public et puis qui, après vous avoir montré des bouts de terre, souvent sur des terrains en friche, disparaissent lorsque vous vous rendez compte que ce dans quoi vous avez mis de l'argent est en train d'être construit par quelqu'un d'autre. Désormais, ce sont des entreprises privées constituées de professionnels, c'est-à-dire en leur sein, il y a un urbaniste ou tout au moins une convention avec un urbaniste, une convention de longue durée avec un géomètre expert, une convention de longue durée avec un ingénieur VRD. C'est une entreprise qui doit avoir un capital qui doit osciller, c'est-à-dire en termes de capacité, de besoin de fonds de roulement de départ, de pas moins de 150 millions, qui doit ouvrir un compte qui est sous séquestre, conformément à la loi en vigueur en la matière. Et cette entreprise doit montrer qu'elle a toutes les aptitudes
avec tout le personnel pour gérer un tel projet, un service commercial qui a un siège régulier qu'on peut retrouver à tout moment, où on peut trouver certains de leurs actifs au cas où ils commettaient des bévues. Donc ce ne sont plus des gens informels qui vendraient des terrains. Or, au moment où nous réalisons l'interview, c'est le cas. Donc quel que soit ce que nous allons faire, si nous n'avions pas attaqué ce problème en amont, nous n'allons pas résoudre le problème. Je suis ivoirien ou même étranger. Je souhaite acheter un terrain aménagé. Je me rends au plateau, à la cité administrative, au rez-de-chaussée de la Tour C. Je me trouve au service des terrains aménagés CETAM. À quoi dois-je m'attendre? Oui, d'abord, toute personne donc, résidant dans notre pays a d'abord droit à acquérir un terrain en pleine propriété. Au passage, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a des pays où vous avez vos moyens. La Tunisie, par exemple, ne pouvait pas être en pleine propriété. Donc, c'est une bonne remarque. Cela dit, donc, toute personne qui vit en Côte d'Ivoire vient au guichet unique du foncier dans le hall de la Tour D, au rez-de-chaussée de la Tour D. À côté du guichet unique, nous avons aménagé un espace ultra moderne qui est l'équivalent un peu d'une véritable bourse du foncier urbain. Vous y trouverez des écrans, plusieurs écrans, et sur ces écrans, vous verrez un peu défiler les images des sites qui sont en cours d'aménagement par les sociétés privées d'aménagement agréées. Et vous avez le choix parmi les sites où vous voulez un jour habiter. Donc ce sont des sites qui sont un peu des petites banlieues autour d'Abidjan, les nouvelles zones d'extension, alors que ce soit Benjerville. Quand vous avez dépassé Benjerville en allant vers Eloka, il y a des sites que les sociétés PFO sont en train d'aménager aujourd'hui pour sortir une petite ville nouvelle. L'autoroute du Nord à côté de la zone industrielle, qui est en train d'être une ville dynamique, il n'y a pas d'habitat. Nous sommes en train de penser à une ville nouvelle là-bas, en tant que ministre de l'Urbanisme. Toujours après le site des logements sociaux que nous-mêmes nous avions développé alors vers Songonk Assemblée, il y a une zone d'aménagement qui est prévue. Et sur la route d'Alépé, avant Brofo-Doumé, il y a une petite ville coquette qui va se faire là-bas. Et entre Bassam et donc Bono, principalement à Yaou, juste après le pont de Mossou, vous avez deux petites villes nouvelles que nous allons sortir là-bas. Donc à l'image de Paris, vous avez les banlieues, qui sont des lieux où vous avez tout, les petites villes où il y a tout, bitumé, poteaux électriques et équipements. Aujourd'hui, avec le schéma de transport urbain, qui est intégré dans le schéma d'urbanisme du Grand Abidjan, dans les 7 années à venir, tous ces sites que je viens de citer pourront en tout cas être proches du centre-ville. En tout cas, permettre de rallier le centre-ville en moins de 30 minutes pour celui qui veut venir travailler au centre-ville. Alors, donc, en projetant déjà cela, nous anticipons sur l'avenir, nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés de créer des petites banlieues, vraiment où il y a l'électricité, l'eau courante, le bitume, où des cadres pourront sortir leur petite demeure tranquille, sans être au centre-ville forcément. Et donc, ce sont ces projets d'aménagement qui seront faits par les privés que nous développons. Et nous pensons que les Ivoiriens ne pourront qu'être satisfaits. Les terrains aménagés sont-ils à la portée des populations économiquement faibles? Rassurer que le gouvernement a pensé à tout. Nous avions le choix de dire, d'opter pour un pays qui assiste, qui se veut d'être émergent en 2020 et pourtant qui assiste à l'étalement désordonné de ces villes. Ou bien l'autre choix, c'est de dire nous favorisons l'avènement d'aménageurs. Mais en même temps, au niveau du gouvernement, nous ne faisons pas de démagogie, ne tombons pas dans le populisme en disant que tous les Ivoiriens auront un terrain aménagé. Voilà, nous ne le dirons pas, nous disons ce qui est faisable. Un terrain viabilisé, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte qui font que le coût va être quand même conséquent. Vous avez la purge, parce qu'en réalité les purges, l'État va se mettre devant, mais ce sont les aménageurs même qui payent au final et qui remboursent l'État. Il y a toutes les études d'urbanisme, études de géomètres, études d'ingénieurs VRD, toutes ces études qui sont sanctionnées par la réalisation opérationnelle des VRD. Mais ces coûts de revient, dans les années
fin 90, quand les Riviera Palmera et autres étaient en vente à la CETU, on était entre 7 500 et 12 000, voire 13 000 francs le mètre carré. Et les Ivoiriens, à l'époque, disaient que c'est excessif. Aujourd'hui, pour les mêmes intrants, bitume et autres, poteaux électriques, métalliques et autres, câbles électriques, ou câbles téléphoniques, ou caniveaux en béton, les mêmes intrants, même le gravier, même le ciment, vous ne pouvez pas les avoir en coût de revient à moins de 20 000 francs le mètre carré. C'est-à-dire 20 millions pour le moins 10 ans. Donc c'est un gouvernement responsable qui dit la vérité aux Ivoiriens. Alors, cela dit, on me dira oui, mais la majorité ne pourra pas acquitter plus de 20 millions s'il veut un terrain de 1000 mètres carrés. Donc je dirais d'abord, la majorité n'est pas obligée de prendre 1000 mètres carrés. En plus, le gouvernement, le ministère a prévu un mécanisme que nous appelons les TEBC. C'est-à-dire TBC, c'est les terrains équipés à bas coût. Les terrains équipés à bas coût sont des terrains qui vont être aménagés, viabilisés, au même titre que les terrains dont je viens de parler plus haut, mais qui seront à côté, dans les quartiers de haut standing. Nous allons essaimer ces quartiers de haut standing d'îlots, de terrains équipés à bas coût, pour permettre à l'Ivoirien modeste d'accéder à un terrain aménagé. Il a droit aussi à ça. Bien souvent, la base des conflits fonciers urbains est la purge des droits coutumiers. Quel mécanisme avez-vous trouvé avec les aménageurs agréés pour solutionner cette préoccupation? La purge des droits coutumiers est réglée à travers donc un décret que son Excellence le Président de la République a bien voulu prendre. Vous savez, il est visionnaire. Il a constaté, comme tout le monde, qu'à un moment donné, il lui revient d'abord de manière récurrente qu'il y a des questions, il y a des conflits au niveau de la purge. Mais l'autre élément important que nous avons constaté au niveau de la purge, c'est un peu le fait que d'un détenteur de droits coutumiers à un autre, et qui ont même souvent des terrains voisins, les taux de purge souvent variaient de manière, je dirais, anormale. On peut vous dire qu'un terrain en friche, c'est-à-dire c'est une forêt, c'est un champ de cocotiers, est vendu au mètre carré à 3 500, et un autre à côté, qui est détenteur de droits coutumiers dans un village, dans le même village, vous dit que lui, il cède pour lui à 6 000 francs CFA. Alors, donc ça veut dire quoi? Qu'il y avait un désordre. D'ailleurs, à ces taux-là, même si on prenait le taux de 3 000 francs, l'État ne peut plus réaliser des projets structurants. Si on veut réaliser un lycée, le lycée va demander au moins 10 à 20 hectares. Et dites-vous qu'un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Alors les téléspectateurs n'ont qu'à faire le calcul de 10 000 mètres carrés par 10, si c'est 10 hectares, ou 20, et puis de multiplier par 3 500. Vous verrez le résultat de votre multiplication. 10 000 fois 20, multiplié par 3 500. Alors, le chiffre que vous trouvez, c'est ce chiffre-là que l'État doit débourser, alors qu'il n'a même pas encore commencé les études de réalisation du projet. Si c'est un lycée, c'est un centre de santé, il doit rien que pour la purge. Et des détenteurs de droits coutumiers vont à des taux excessifs spéculatifs du type 12 000 francs le mètre carré. Il y a du tout, il y a même du 20 000 francs le mètre carré. Un terrain en friche, loin de tout réseau. Et même quand il y a un réseau, le réseau est réalisé par l'État lui-même. Et l'équipement que l'État avait bâti, c'est pour les Ivoiriens. On n'arrive pas à réaliser les projets à cause de ces questions de purge. Et puis, bien sûr, il y a tout le désordre où on vous dira que c'est tel chef qui est au pouvoir aujourd'hui dans le village. Et puis demain, on vous dira que le chef qui a cédé n'est plus reconnu. C'est un autre chef qui a pris le pouvoir. Bon, tout ça, je passe. Les téléspectateurs, en suivant, savent de quoi je parle. Pour mettre de l'ordre, le président de la République a pris un décret en 2013. Il a fixé les barèmes. La purge, c'est 2 000 francs le mètre carré pour le district d'Abidjan, 1 500 Yamoussoukro, 1 000 francs les chefs-lieux de département et 600 francs les chefs-lieux de sous-préfecture. C'est le taux clair qui est connu. En plus, le même décret dit en son article 5 que si un privé, une personne, d'abord ce n'est que l'État qui peut faire la purge. Donc il y a des thèmes qu'il faut bien préciser pour les téléspectateurs. La purge n'est pas l'achat des terrains.
J'entends des gens dire de manière abusive, j'ai acheté les terrains auprès de telle communauté villageoise. À partir du moment où le terrain sort du domaine du droit, du droit coutumier, pour venir dans le domaine de la pleine propriété, vous êtes en train de faire une purge. L'acquéreur, une fois le terrain acheté, cherchera à en avoir la pleine possession. Un autre processus commence pour lui pour avoir justement l'acte administratif qui fait de lui le propriétaire définitif du terrain. C'est le fameux ACD, l'acte de concession définitif. Quelles sont les réformes mises en œuvre pour moderniser la démarche? L'ACD, l'arrêté de concession définitive, est l'acte unique qui consacre la pleine propriété, pratiquement inattaquable. Par le passé, il fallait 3 étapes. Il fallait venir chercher une lettre d'attribution, revenir plus tard chercher un ACP, un arrêté de concession définitive, et puis enfin, un papier qu'on appelle le CPF, pour être en pleine propriété. Ça pouvait durer entre 6 mois et 1 an. Aujourd'hui, avec l'ACD, d'innovation implémentée par le gouvernement Alassane Ouattara, c'est un acte unique. En plus, il est simple. À Abidjan, il est signé par le ministre. À l'intérieur du pays, il est signé par le préfet. Alors que par le passé, c'était le seul ministre qui devait signer les actes de pleine propriété pour toute la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'innovation sous le président Alassane Ouattara. Beaucoup de simplification. Aujourd'hui, en termes d'innovation, le délai est passé de plusieurs mois, aujourd'hui pratiquement tout au plus 3 mois. Mais j'ai envie de dire que même sur les 3 mois, 21 jours en réalité au niveau du ministère de la Construction. Parce que si votre dossier est complet, qu'il souffre d'aucun contentieux, au bout de 21 jours, nous vous sortons un document que nous appelons l'attestation domaniale, qui montre que le ministère en charge de l'urbanisme a déjà fini sa part dans l'instruction de votre ACD. Toutefois, il faut que votre dossier soit transmis au cadastre pour aller créer ce qu'on appelle le titre foncier, procéder d'abord avant au bornage contradictoire, la publication au livre foncier. Ce sont des aspects qui ne dépendent pas de nos champs de compétences. Le cadastre dépend du ministère du Budget. Dans le cadre de la solidarité gouvernementale, nous verrons avec notre collègue du Budget comment, à leur niveau, ils pourront accélérer. Mais nous, à notre niveau, en 21 jours, nous avons fini. Et quand le cadastre a créé le titre et procédé aux publications et autres, ben nous signons votre ACD en moins de 2 mois. Voilà, donc nous pourrons même nous rapprocher de nos 21 jours si un mécanisme était mis en place pour que les services du cadastre et ceux du ministère de la Construction travaillent au même rythme. Donc vous voyez un peu, c'est simplifié aujourd'hui. Nous allons maintenant parler d'un événement majeur dans ce mois de juillet. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme organise du 11 au 13 juillet une double cérémonie. La vulgarisation du schéma directeur d'Abidjan et le salon des aménageurs agréés. Le schéma directeur d'Abidjan, qu'est-ce que c'est? Les 11, 12 et 13 juillet, le gouvernement a autorisé que nous procédions à la vulgarisation du schéma directeur du Grand Abidjan et des schémas directeurs des chefs-lieux de région à l'intérieur du pays. Il est bon qu'on explique quand même à tous les téléspectateurs, un schéma directeur c'est quoi? Le schéma directeur d'urbanisme est un document de planification urbaine. Une ville est dessinée, est conçue, est planifiée au même titre que quand vous bâtissez votre maison, vous demandez à l'architecte de vous dessiner votre maison, votre résidence, la cour, les espaces verts, les jardins, la patame, tout ça, c'est dessiné par un architecte. Mais une ville, c'est la même chose. Toute une ville ou toute une région est conçue par un urbaniste, qui est un concepteur donc, de la région ou de la ville. Dans le cadre du Grand Abidjan, donc, nous avons eu le financement de la coopération japonaise que je remercie au passage, au nom de tout le gouvernement. La JICA a bien voulu nous financer entièrement à 100%, à près de 2 milliards, les études de mise à jour du schéma directeur du Grand Abidjan. Au niveau de l'intérieur du pays, le président Alassane Ouattara a bien voulu autoriser, à hauteur de plus de 4 milliards de francs CFA, la révision des schémas directeurs de tous les chefs-lieux de région. C'est un travail que nous avons commencé donc, en 2012. Alors, pour Abidjan, c'est totalement terminé, même adopté en Conseil des ministres.
En ce qui concerne l'intérieur du pays, le travail est pratiquement terminé par les urbanistes, mais il n'est pas encore adopté. Donc nous avons proposé au gouvernement que pendant 3 jours, tous ceux qui impactent nos villes, les maires, les présidents des conseils régionaux, les députés, viennent échanger directement avec les urbanistes. Parce que les urbanistes travaillent selon la méthode participative. Ils ne s'asseyent pas dans leur cabinet pour imposer aux responsables locaux, enfin aux populations, leur vision de la ville. Donc pour l'élaborer, ils travaillent en synergie avec donc, les populations elles-mêmes à travers leurs élus, à travers les leaders d'opinion, les opérateurs économiques, les présidents des comités de développement. Mais donc, la tribune, vous savez, l'essentiel des décideurs des villes de l'intérieur et même du district vivent à Abidjan en réalité. Donc nous nous sommes dit que pendant 3 jours, à l'espace Serae Umoa, au plateau, tous ces décideurs, maires, présidents de conseils régionaux, etc., et même aussi certains collègues ministres, qui sont un peu grands consommateurs de terrain. Si vous prenez le ministre de l'enseignement supérieur, ma collègue, elle a besoin de grandes superficies pour faire ses universités. Mon collègue du logement a besoin de grandes superficies pour faire ses logements sociaux. Mon collègue, mettons, de l'artisanat, de l'industrie, je peux continuer, du tourisme. On a besoin de zones touristiques. Même le collègue de la défense, il faut maintenant projeter les zones militaires demain. Voilà, même si c'est, voilà. Et donc tous ces collègues viendront échanger avec les urbanistes, avec les maires que je viens de citer. Vous dites, bon, à Korogo, qu'est-ce que vous avez prévu? Où sera la future gare, le futur aéroport, etc. À Daloa, à Bengourou, San Pedro, l'extension du port, même les voies de mobilité. Toutes ces questions vont être posées. Le ministre Archipatrick des infrastructures pourra, par exemple, ses services seront là pour expliquer les voies qui sont projetées jusqu'aux années 2030, pour faciliter la mobilité à Abidjan, etc. Le type de transport multimodal prévu à Abidjan, c'est-à-dire combinaison de transport par train, transport par, je veux dire, réseau, j'allais dire, des trains urbains, qu'on appelle un peu des métros, hein, qui ne seront pas souterrains, le réseau nord-sud, du métro d'Abidjan, de est-ouest, c'est-à-dire le réseau qui partira depuis Azagui jusqu'à Bassam, le réseau de trains urbains qui partira donc de Somok Assemblée jusqu'à Benjerville et Loka, tout ça, ça va être exposé. Comme ça, ces décideurs savent, mais voici ce que le gouvernement a prévu pour les 20 années à venir. Donc tout ce que nous avons connu ces dernières années objectivement, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire n'avait pas de document de planification. Il y a eu un travail important qui a été élaboré par le BNET, que je salue au passage. Mais nous avons connu des crises successives qui font que ces schémas directeurs n'ont plus été appliqués ou respectés. Et puis au niveau même des autorités qui devaient décider du foncier urbain, il y avait une multitude d'autorités. Le sous-préfet délivrait les actes, pendant que souvent c'est le gouverneur du district, après c'est le maire qui en délivrait, ou après c'est le préfet. Ça faisait un désordre. Le président Alassane Ouattara a mis de l'ordre. Il a dit de manière claire, à l'intérieur du pays, quand le terrain ne vaut pas 1 hectare, c'est le préfet. Quand il est plus d'1 hectare à l'intérieur du pays, c'est le ministre. Et le district d'Abidjan, c'est exclusivement le ministre. Notre entretien tire à sa fin. Que voulez-vous que les populations retiennent du travail abattu par votre ministère? Moi, c'est un message d'espoir. Dire aux Ivoiriens qu'au niveau donc, du programme gouvernemental, tout est mis en œuvre pour rendre le travail cohérent. Vous noterez que le gouvernement Alassane Ouattara a impulsé beaucoup d'innovations. Les Ivoiriens sont souvent impatients. Le président se plaît à dire qu'on est exigeant avec celui qui travaille. Voilà. Moi, c'est un peu ce que je voudrais demander, beaucoup de tolérance, beaucoup de patience, en peu de temps, mais en peu de temps, des ponts, des routes, des voies de contournement pour désenclaver des quartiers, des systèmes au niveau de l'eau potable, l'adduction de l'eau potable. Donc c'est un travail au nom pour l'ensemble du gouvernement que je voudrais prôner. Vous avez vu le guichet, il est totalement modernisé aujourd'hui. Et un guichet de permis a été même créé spécialement pour que le permis soit délivré très rapidement. Lui aussi,
Les permis sont délivrés aujourd'hui en 21 jours. Le hall de la Tour D est totalement moderne. C'est une véritable bourse du foncier. Vous avez des écrans partout qui vous montrent les actes qui sont déjà signés, les actes qui sont rejetés avec les motifs des rejets. Vous avez un espace pour le CETAM où les terrains à aménager vous sont projetés pour ne plus vous faire arnaquer. Donc pour nous, c'est un message d'espoir. Nous nous plaisons à gérer avec passion, dévouement, ce qu'on nous confie. Hier, c'était les logements sociaux. Aujourd'hui, c'est l'urbanisme. Et nous le faisons avec engagement, avec passion. C'est ce que nous avons toujours su faire et nous remercions et le président de la République pour la confiance renouvelée, mais surtout la population elle-même, puisque nous avons été mis là pour travailler pour elle. Donc le ministère à leur disposition, ils peuvent avoir l'espoir que les actes ne durent plus ici, au ministère de la Construction, et que sur les tableaux d'affichage par rapport à notre politique de bonne gouvernance, ils peuvent même alerter le ministre pour tout dossier qui excède 21 jours, pourvu que le dossier ne fasse pas l'objet d'un contentieux que eux-mêmes savent. Vraiment, le dossier au complet, il est traité. Donc, pour nous, le ministère a changé de peau. Le ministère, aujourd'hui, est engagé résolument dans la logique de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous.